Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les bases pour utiliser Excel dans le cadre de la finance. J'utilise personnellement Excel dans la finance pour étudier de façon statistique une quantité de données qui serait impossible à faire sans logiciel. Devant vous, vous pouvez observer une des études que j'ai réalisées qui qui permet d'étudier ce que fait le S&P 500 après ce que le RSI hebdomadaire clôture sous 22. Voilà, donc c'est un exemple. Une semaine plus tard, d'une manière générale, une fois sur deux, le S&P augmente de 1,3% après ce signal. 2 semaines après, il est en baisse de 0,2% par rapport à l'émission du signal. Un mois après, il est en hausse de 6,6% après l'émission du signal, etc., etc. 86% du temps, le S&P est en hausse un mois après le signal. Voilà, c'est ce genre de données que nous pouvons facilement trouver grâce à Excel sans avoir besoin de compétences particulières en informatique. Vous n'avez pas besoin de savoir coder. Voilà. Donc voilà, c'est simple et c'est rapide à faire. Une autre étude devant vous que j'ai réalisée, les zones rouges sont les périodes où plus de 80% des actions du S&P 500 sont en dessous de la moyenne mobile, de leur moyenne mobile à 200 séances. Donc en clair, quand le marché est survendu. Ce n'est pas un état normal et on voit que l'excès est rapidement corrigé. Ça peut prendre un certain temps comme en 2009 pendant la crise financière, mais généralement lorsque le marché est haussier, vous voyez que ça dure que très peu de temps. Devant vous, c'est une autre étude que j'ai réalisée qui permet de mettre en relation la performance annuelle du S&P 500 selon le ratio PE-Shiller. Donc aujourd'hui, nous allons voir ensemble cette étude, enfin comment faire une étude à peu près similaire à celle-ci. Alors tout d'abord, ce qui va nous intéresser, c'est de télécharger des données, parce qu'il nous faut une source de données. Le big data, il faut énormément de données. Donc pour cela, pour les cotations, j'utilise personnellement le site Yahoo Finance, mais il y a également Google Finance et MSN Money qui permettent de télécharger le prix des actifs de n'importe quel actif, presque les indices, les paires de devises, les actions, les matières premières, même les crypto-monnaies sont dessus. Donc vous pouvez télécharger le cours par exemple de l'euro-dollar depuis le début des années 2000 ou le cours du S&P 500 depuis sa création, etc., etc. Pour les indicateurs macroéconomiques, j'utilise énormément le site fred.saintlouisfed.org qui permet de télécharger presque n'importe quel indicateur macroéconomique américain. Et sinon, d'autres sources que vous pouvez envisager, c'est le site du FMI, la Banque mondiale, le site de la BCE si vous voulez des statistiques sur la politique monétaire européenne, le site Eurostat si vous voulez des statistiques sur l'Europe. Voilà, vous en avez plein d'autres. Vous avez l'INSEE pour des statistiques françaises. Vous avez également le site Candle, qui est un site qui regroupe plusieurs sources de données payantes et gratuites sur une seule plateforme. Ça ne sera pas le thème de ce sujet, Candle, ça mérite vraiment une vidéo spéciale. Mais voilà, si vous avez du temps, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à ce site. Alors, nous voici sur le logiciel Excel. Alors, mon premier conseil avant d'aller plus loin, c'est de paramétrer votre logiciel en anglais. Pourquoi? Eh bien, lorsque vous allez avoir besoin d'aide, vous allez chercher sur Internet de l'aide et il n'y aura pas forcément la réponse en français, ce qui est dommage. En tout cas, ça m'est déjà arrivé. Donc, j'ai dû trouver cette réponse en anglais. Et le problème, lorsque vous trouvez ces réponses en anglais, eh bien, c'est que les formules qui vous sont proposées, si vous cherchez une formule particulière, c'est qu'elles sont en anglais, puisque pour chaque langue, Excel a des formules différentes. Donc les formules de l'Excel français sont différentes des formules sur le logiciel Excel en anglais. Donc vous allez lire votre solution sur Internet en anglais avec la formule anglaise et vous allez être avec votre logiciel français et il y aura un problème de compatibilité. Donc il va falloir à chaque fois chercher l'équivalent de la formule anglaise en français. Ce qui n'est pas impossible, ça se trouve, mais voilà, c'est une démarche supplémentaire et moi, pour gagner du temps, puisque l'anglais n'est pas vraiment un problème, eh bien j'ai décidé de paramétrer tout simplement mon logiciel en anglais. Voilà, donc si vous parlez un minimum l'anglais, ce que je vous conseille sincèrement, c'est de le paramétrer en anglais tout de suite. Donc vous allez pour cela cliquer dans Fichier, puis tout en bas à gauche, Options, Langage,
Et ensuite, vous sélectionnez anglais. Si ce n'est pas fait, vous ajoutez une langue ici, vous voyez. Vous cherchez anglais, vous cliquez sur OK. Peut-être que Excel va vous demander de redémarrer le logiciel. Peut-être que Excel va vous demander de télécharger un pack de langues. Peu importe, suivez ce que vous demande Excel. Et une fois que c'est fait, vous pouvez revenir reprendre cette vidéo. Alors, nous voici sur une feuille blanche. Nous allons, pour commencer, télécharger des données, parce que c'est ce que nous avons besoin. Donc, imaginons que nous souhaitons le cours du Nasdaq. Alors, s'il ne l'est pas dans l'entête ici, là il l'est, mais s'il ne l'est pas, par exemple, si vous cherchez par exemple Total, qui n'est pas dans l'entête, vous allez écrire dans la barre de recherche Total, et vous allez trouver l'action ici. Donc, nous, ce qu'on cherche, c'est le Nasdaq. Nasdaq 100, pas le Nasdaq Composite. Et on veut l'indice, l'index, vous voyez, pas le futur. Donc l'indice Nasdaq 100, on clique dessus, et là on tombe sur la fiche du Nasdaq avec quelques statistiques. Mais ce qui nous intéresse, c'est les données historiques. Donc nous cliquons sur l'onglet données historiques. Et ensuite, il faut sélectionner la date, l'intervalle de temps que vous souhaitez ces données. Donc, par exemple, si vous souhaitez depuis 5 ans, vous cliquez sur 5Y. Si vous souhaitez depuis sa création, vous cliquez sur maximum. 6 mois, c'est 6M, etc., etc. Donc voilà, maximum, prix historique, fréquence. On va choisir la fréquence mensuelle. On applique. Voilà. Et ensuite, on download. Donc, les données sont téléchargées sur notre ordinateur. Nous ouvrons le fichier. Et là, nous tournons donc sur une feuille de calcul. Sauf que le problème, c'est que nous avons toutes les données dans une seule colonne. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Au début, ça peut être contraignant. Et ça l'est, puisque les données ici ne sont pas analysables, hein, on ne peut pas faire de formules, on ne peut pas les analyser, parce qu'en fait c'est un fichier qui est téléchargé au format CSV. C'est probablement le cas parce qu'en fait il y a beaucoup de données, donc les serveurs préfèrent sans doute envoyer les fichiers au format CSV qui prennent moins de place, je suppose, hein, je ne suis pas informaticien donc je ne pourrais pas vous affirmer cela, mais en tout cas lorsque vous avez téléchargé voilà, des fichiers avec beaucoup de données dedans, la plupart du temps ces fichiers seront au format CSV. Mais pas d'inquiétude, il y a une manière très simple de convertir ce texte, hein, cette colonne composée de texte, en fichier, comme nous avons l'habitude de connaître avec des colonnes. Donc, on sélectionne la première colonne, la colonne A, où il y a toutes ces données hein, rassemblées ensemble. Nous cliquons sur l'onglet Data, puis sur le bouton Text to Columns. Ensuite, on sélectionne Delimited, cliquons sur Next. Et ensuite, on va préciser à Excel quel est l'élément qui délimite les colonnes dans ces données-là. Donc, si nous lisons l'entête, la première ligne, nous pouvons lire date, virgule, open, virgule, high, virgule, etc., etc. Donc, en fait, on peut supposer que la virgule ici fasse office de séparateur de colonnes. Donc, on va le préciser à Excel. On coche comma qui veut dire virgule en anglais, et là dans Data Preview, nous pouvons constater que nous avons des belles colonnes qui sont affichées selon les données qui sont dans celle-ci. Donc c'est parfait, on clique sur Next, et ensuite deuxième étape, lorsque vous avez des dates, il faut préciser à Excel dans quel format sont ces dates. Parce que lorsque vous avez téléchargé le fichier depuis un serveur, si le serveur il est américain, si le site est américain, la plupart du temps ce format de données sera au format américain. Et si votre Windows, je ne parle pas d'Excel, hein, si votre Windows il est en français, eh bien vous savez que les dates en français sont différentes que les dates en anglais. En anglais, on va parfois mettre l'année, ensuite le jour et ensuite le mois. En français, pardon, c'est le jour, le mois et l'année, c'est le standard. Donc Excel ne va pas comprendre si au début il y a l'année et ensuite le jour et ensuite le mois. Donc il faut préciser à Excel dans quel ordre sont ces dates. Donc
on sélectionne déjà date pour lui dire que c'est des dates, et ensuite on constate que c'est l'année, ensuite le mois et ensuite le jour, puisqu'on passe du 12 à 1, donc de décembre à janvier. Donc c'est année, mois, jour. Donc c'est ce qu'on va préciser à Excel. On clique sur la flèche et on sélectionne YMD. Y pour year, M pour month et D pour day. Voilà. Et ensuite finish. Et là on a un fichier qui nous plaît un peu mieux. Néanmoins, il y a encore une erreur. Il y a une erreur parce que Excel ne détecte pas ces chiffres comme un nombre, ni même pour ces autres colonnes. Sinon, le contenu serait aligné à droite de la cellule. Or ici, c'est aligné à gauche. Pourquoi? Eh bien, comme je vous l'ai dit, Excel utilise le format qui est paramétré dans votre Windows. Donc si votre Windows il est au français, mais que les nombres sont au format américain, eh bien Excel ne va pas comprendre que ce sont des nombres. Et là, c'est au format américain parce que la décimale, c'est un point. Or, en français, on sait que la décimale, c'est une virgule. Donc, en fait, Excel ne comprend pas ici que ce sont des nombres. Donc, on va sélectionner toutes les cellules que nous souhaitons remplacer le point par la virgule. On va cliquer sur l'onglet Home, puis sur Find and Select et Replace. Là. Ensuite, Excel nous demande qu'est-ce qu'on recherche, le point, et on le remplace avec la virgule. On clique sur Replace All et Excel va se charger de faire toutes ces modifications à notre place beaucoup plus rapidement parce que si nous l'avions fait manuellement, ça aurait pris plusieurs heures. Voilà. Donc là, on voit que le contenu des cellules, les contenus où ils sont alignés sur la droite, donc Excel a compris que ce sont des nombres. Et donc là, nous pouvons faire n'importe quel calcul. Vous voyez, c'est calculé. Donc ça, c'était la deuxième chose impérativement à savoir. La première chose, c'était convertir le texte téléchargé au format CSV en données exploitables. La deuxième, rechercher et remplacer un caractère particulier ou plusieurs caractères, hein, ça peut être un ou plusieurs, d'une plage de données. Troisième chose impérativement à savoir faire, c'est trier des données. Trier, par exemple, ici nous avons les dates du plus ancien au plus récent. Si nous souhaitons l'inverse, c'est-à-dire du plus récent au plus ancien, on sélectionne la colonne A. On clique sur Sort and Filter de l'onglet Home. Puis nous cliquons, vous voyez, sur Trier du plus récent au plus ancien. Excel nous demande à chaque fois est-ce qu'on souhaite étendre la sélection? Oui, on étend toujours la sélection. Pourquoi? Parce que si on n'étend pas la sélection, Excel va bien trier cette colonne, mais sans changer celles qui sont collées à la colonne triée. Donc, on va se retrouver avec les données les plus récentes, les dates les plus récentes en haut, mais les données les plus anciennes qui seront restées ici. Donc, si on étend la sélection, Excel va changer toutes ces données-là. Les données qui sont tout en haut, elles seront descendues tout en bas avec les dates. Voilà. Donc là, on se retrouve avec les dates les plus récentes, les données les plus récentes, et en bas, les données les plus récentes avec les dates les données les plus anciennes avec les dates les plus anciennes. Voilà. Ça, c'était la troisième chose à savoir faire. La quatrième et dernière des choses à savoir impérativement faire avant d'aller plus loin, avant de pouvoir réellement utiliser Excel dans le cadre de la finance, c'est de savoir filtrer des données. Retournons sur les dates. Là, nous avons les dates depuis 1985. Imaginons que nous voulions uniquement les données des 6 derniers mois. Comment pourrions-nous faire? Bon, nous pourrions très bien faire ça manuellement, mais si on souhaite gagner du temps, on peut filtrer. Donc on sélectionne la colonne date, la colonne A, on clique sur le bouton Sort and Filter, puis sur Filter. Et là, nous voyons tout en haut de la colonne, une petite flèche vers le bas, un bouton qui s'est affiché. Cliquons dessus. Donc là, Excel nous propose d'afficher seulement 2020, 2019. Vous pouvez même sélectionner seulement des mois, vous voyez. Mais ce qui nous intéresse, c'est Date Filters. Et ici, vous voyez, on a un tas de suggestions. Donc, ce que nous souhaitons, c'est les 6 derniers mois. 6 derniers mois. Alors, il n'y a pas last 6 months. Non. Bon, on va mettre le dernier trimestre précédent.
ou non, l'année dernière, c'est mieux, last year. Voilà, donc là, vous voyez, nous avons filtré, nous avons les données de 2019, de janvier à décembre. Voilà, donc c'est tout pour les bases. Maintenant, nous allons passer à la deuxième partie qui est réaliser l'étude que je vous ai fait voir au début de cette vidéo. Donc, retournons à un fichier un peu plus correct. Donc, on va enlever le filtre. Et nous allons retrier du plus ancien au plus récent. Voilà, donc données du plus ancien au plus récent, de 1985 à 2020. L'étude que nous allons réaliser aujourd'hui, c'est de savoir quelle est la performance, qu'est-ce qui se passe, comment réagit le Nasdaq un mois, 3 mois, 6 mois, 1 an après qu'il clôture au-dessus de sa moyenne mobile à 12 mois, donc sa moyenne mobile à 1 an. Dans ce contexte où, à l'heure de l'enregistrement de cette vidéo, on est en pleine crise du Covid, eh bien, les indices sont la plupart en dessous de leur moyenne mobile à 12 mois. Donc, ça va être intéressant de voir ce qui se passe, en tout cas généralement, lorsque les indices repassent au-dessus de cette moyenne mobile majeure, qui est une moyenne mobile à 1 an, je le rappelle. Donc ce qui nous intéresse, c'est pas l'open, c'est pas le high, c'est pas le haut, c'est le prix de clôture. Donc on va enlever toutes ces colonnes qui nous servent à rien. Voilà, on va renommer cette colonne Nasdaq 100. Et voilà, donc on a deux colonnes actuellement. Nous avons une colonne date, une colonne du Nasdaq 100. On va ajouter la moyenne mobile à 12 mois. Donc pour cela, on va aller à la cellule 13 et on va inscrire égal. On va commencer par égal. Quand vous commencez une cellule par égal, Excel va comprendre que c'est à lui de travailler. Donc, soit vous écrivez égal 6 plus 2 et Excel va calculer à votre place, d'accord? Ou soit vous écrivez égal et ensuite vous tapez une fonction, une formule. Donc nous, on va taper la fonction moyenne, average. Rappelez-vous, mon logiciel, il est en anglais. C'est pour ça que je tape les formules anglaises. Si vous avez votre logiciel en français, vous ne voulez pas écrire average, vous voulez écrire moyenne, égale moyenne. Donc égal average, et là on va sélectionner les 12 dernières périodes, les 12 derniers mois. Vous voyez, c'est marqué 12R, donc 12 rows, qui veut dire 12 lignes pour une colonne. Parfait. Donc là on a la moyenne de ces 12 cellules. On sélectionne la cellule et on va double-cliquer sur le petit carré en bas à droite. Le petit carré en bas à droite va permettre à Excel de répliquer cette formule jusqu'à tout en bas. Voilà. Vous voyez, si on va tout en bas, nous avons la formule qui s'est arrêtée jusqu'à la fin, tant qu'il y avait des données. Quand il n'y avait plus de données, elle a disparu. Voilà, donc nous avons maintenant 3 colonnes, Nasdaq 100, moyenne 12 mois et les dates. On va créer une nouvelle colonne qui va s'intituler signal. Dans cette colonne signal, nous allons remplir les conditions, c'est là où nous allons réaliser notre étude. Donc ce que nous souhaitons, je rappelle, c'est étudier le croisement entre le Nasdaq 100 et sa moyenne mobile à 12 mois. Lorsqu'on a un croisement haussier, qu'est-ce qui se passe? Donc il faut remplir, faut que nous ayons un signal. Donc pour configurer le signal, on va utiliser la fonction, la formule si égale si vous avez un logiciel Excel en français. Si vous avez le logiciel en anglais, c'est égal if. Donc là, test logique, on va ajouter AND. Pourquoi j'ajoute AND? Parce que je veux plusieurs tests logiques. Le problème de la formule if égale if, c'est qu'il n'y a qu'un seul test logique possible, qu'une seule condition paramétrable. Donc, si on en sait plusieurs, il faut rajouter AND. Donc égal if, on ouvre la parenthèse, AND, on ouvre la parenthèse, et là on va pouvoir inscrire autant de conditions que nous souhaitons. Donc si le Nasdaq est supérieur à sa moyenne mobile à 12 mois, mais que le mois précédent, donc point virgule, on sépare les conditions par des points virgule, donc que le mois précédent il était en dessous, on ferme la parenthèse, parce qu'on ferme le AND, et ensuite valeur if true, donc la valeur, si c'est le cas, si les deux conditions sont remplies, qu'est-ce qui se passe? Eh bien on va afficher la valeur du Nasdaq. Sinon, nous allons rien afficher. Donc on ouvre la parenthèse et on la ferme immédiatement. On clôture cette formule et là vous voyez qu'il n'y a rien affiché. C'est normal. On double-clique
Donc on sélectionne la cellule, puis on double-clique en bas à droite sur le petit carré pour répliquer cette formule tout en bas. Et là on voit que parfois il y a des données, parfois il n'y en a pas. Donc quand il y a des données, c'est que les deux conditions sont remplies. Et dès qu'il n'y en a pas, c'est que les conditions ne sont pas remplies. Voilà. Donc si on fait un petit tableau, maintenant un petit graphique, date, Nasdaq, signal, voilà, on va mettre ces 3 colonnes, recommended chart, all chart. Alors moi ce que j'aime bien c'est de faire un chart en combo. Donc le Nasdaq, généralement le prix, j'affiche une ligne, et ensuite le signal, soit je fais un histogramme, soit je sélectionne un histogramme, soit les points. Voilà. Aujourd'hui nous allons faire l'histogramme. Voilà. Nous avons le graphique. Maintenant, c'est que de la mise en forme. Mise en forme, c'est important, puisque si vous souhaitez partager votre recherche, il faut que ça soit impactant. Il faut que d'un regard, la personne qui regarde votre graphique et qui n'a pas fait l'étude sache de quoi ça correspond et que ça soit aussi attrayant pour qu'il ait son œil attiré. Donc, nous allons mettre tout ça en forme. Déjà, puisqu'on analyse le Nasdaq, cet indice sur une période de temps très très longue, vous voyez qu'on ne peut pas voir ce qui s'est passé avant, on va dire, 1995, d'accord? On ne voit pas vraiment le changement du Nasdaq. Donc il faut paramétrer cette échelle en logarithmique. Donc on double-clique sur ces données-là, le prix, pardon, et on coche logarithmique scale. Ok, ça on fout. Et ensuite, donc 10, on n'a pas besoin, on va commencer le graphique à 100 au lieu de commencer à 1, parce que là on a tout un espace qui ne sert à rien. Il faut toujours optimiser l'espace, très important. Donc on double-clique, nous allons dans cet onglet Axis Option, là où on a sélectionné le logarithmique, et en minimum, nous allons inscrire 100. Voilà, donc là c'est parfait, puisqu'on est, vous voyez, on a la diagonale, on a le prix qui va à la diagonale tout en bas, la diagonale tout en haut, à droite. Alors on va agrandir ce graphique, on va mettre du 11 cm sur du 22, voilà. Donc déjà c'est un peu mieux. Les dates, ça c'est pas très lisible, donc on va améliorer cela. L'année, on va garder seulement l'année, on va enlever le mois et le jour, hein. Ça nous importe peu sur autant de temps. Quel jour on a eu le signal, d'ailleurs de toute façon le signal on peut même pas savoir quel jour ça a eu lieu ici. Donc on double-clique sur les dates, on va encore une fois dans l'onglet Axis Options, puis sur Numbers, et là vous voyez qu'on a le format de la date, donc jour, mois, année. Nous on veut garder que les années, donc on va supprimer JJ/MM/. On clique sur Add, et là on a que les années qui sont affichées, donc c'est déjà mieux. Maintenant il y a quand même beaucoup d'années ici, disons que nous souhaitons afficher que tous les 5 ans, d'accord, une étiquette tous les 5 ans. Donc on va dans Axis Options, et dans Unité, on sélectionne année, years, et là, tous les 5 ans. Et voilà, c'est déjà beaucoup mieux. Maintenant, vous savez que sur les plateformes en général de trading ou de négociation, on a le prix qui est affiché à droite, parce que c'est beaucoup plus ensuite facile de voir où est le prix exactement. Donc nous souhaitons pas le prix à gauche, mais le prix à droite. Pour cela, c'est simple. Encore une fois, on sélectionne les dates, et dans Vertical Axis Crosses, nous cliquons sur Maximum Date. Voilà, et là le prix il va à droite. Maintenant on va mettre un peu de couleur, donc ça je ne vais pas commenter. Voilà, maintenant on va changer la couleur du prix. La couleur du prix on va mettre en noir. On va diminuer un peu l'épaisseur parce que c'est assez gros quand même. Dans 1,5. Et par contre les signaux là en orange ça se voit pas beaucoup et c'est le plus important, donc c'est ce que nous souhaitons mettre en valeur dans notre étude. Donc ça doit être l'élément que nous voyons en premier, hein. Donc on va mettre ça d'une couleur un peu plus flashy. Donc bordure on va rajouter, on va mettre ça en bleu. Oh, c'est trop
trop flashy, voilà, un peu plus opaque. Voilà, largeur, on va baisser un petit peu. Et voilà, écoutez, je pense que c'est plutôt pas mal. Ah là, vous voyez, signal, faut remplir, c'est en orange ici, donc c'est un problème de remplissage, vous voyez. Voilà. Donc là, c'est bon. La légende, on va la mettre par ici. On va agrandir la zone du graphique. Et on va rajouter un titre. Donc, croisement Nasdaq 100 avec sa MM 12 mois. Voilà, écoutez, nous avons un graphique qui est plutôt satisfaisant, je trouve. Croisement, on va rajouter un S, voilà. Alors, c'est parfait. Ce que nous allons faire maintenant, c'est de le couper et le coller dans un autre onglet, puisque nous allons avoir besoin de ces colonnes-là. Alors, c'est très important de garder un tableur, un fichier Excel propre lorsque vous allez faire vos études, surtout des grosses études, parce qu'il y a un moment où vous n'allez plus vous y retrouver. Croyez-moi, lorsque vous avez des formules qui sont étalées sur une vingtaine de colonnes, sur 5-6 onglets qui sont tous interconnectés et qui a aucune propreté, ensuite vous êtes totalement perdu et quand vous réouvrez votre fichier 10 jours plus tard, 2 semaines plus tard, même un mois plus tard, vous ne savez plus quoi correspond à quoi. Donc c'est important de garder une propreté dans vos recherches. Si c'est une étude simple comme celle-ci, pas forcément besoin de faire un effort particulier, mais puisque nous entraînons ici, cette vidéo est faite pour vraiment être voilà, faire ça de façon professionnelle, et bien nous allons le faire de façon professionnelle. Donc je vous montre moi comment j'ai l'habitude de soigner mes recherches. Là on a une première partie, on a toutes les données avec la date qui est séparée, une autre partie ici, le signal, et une autre partie où là on va calculer vraiment la performance qui va nous intéresser. Alors on veut figer cette en-tête parce que si on va tout en bas, vous voyez qu'on ne voit plus cette première ligne qui est pourtant importante. Donc pour cela, un plus simple, on clique sur l'onglet View, puis sur Freeze Pans et Freeze Top Row. Et voilà. Et là, si on descend tout en bas, vous voyez qu'on a notre première ligne qui est toujours affichée, donc c'est super. C'est une autre façon, c'est de garder notre fichier propre. Alors voilà, nous avons notre graphique, nous avons les signaux binaires, hein, soit c'est vrai, soit c'est faux. Et maintenant, nous souhaitons calculer la performance en fonction de différentes périodes de temps. Donc, on est sur une unité de temps mensuelle, donc on ne va pas pouvoir calculer ce qui se passe une semaine après le signal. D'accord? Donc on va calculer qu'est-ce qui se passe un mois après, 3 mois après, 6 mois après et 1 an après. On ne va pas aller plus loin, ça ne nous sert pas à grand chose. Et là, nous allons calculer la performance du Nasdaq. D'accord? Un mois après, donc arrivée divisé par départ, moins 1. 3 mois après, on descend de 3 cellules. 1, 2, 3. Divisé par départ, moins 1. 6 mois après, au lieu de 3, c'est 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et un an après, eh bien c'est 12 mois. Donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12. Voilà. On va mettre ça en pourcentage. Super. Et on va garder ces cellules sélectionnées et double-cliquer sur le petit carré en bas à droite pour que ça se réplique jusqu'à tout en bas. Tout en bas, on voit un problème de division, c'est normal. Excel ne peut pas diviser rien contre rien. Et on a un autre problème, c'est qu'il affiche moins 100. C'est normal parce que Excel ne peut pas
divisé rien contre 9298. Donc on va supprimer manuellement les moins 100. Voilà, on pourrait paramétrer la formule pour qu'il n'affiche pas les moins 100, mais bon, on va garder cette vidéo simple pour le moment. Donc voilà, on ne voit plus les moins 100, c'est super. Là, nous avons une partie où on a les performances du Nasdaq, une partie où on a le signal, et une partie où on a nos données. Maintenant, ce que nous souhaitons, c'est sélectionner les données seulement lorsqu'il y a le signal. Il y a plusieurs façons de le faire. Avec Excel, il y a énormément de possibilités d'aboutir à un même résultat. L'une des façons faciles, simples, c'est de sélectionner la colonne signal, la colonne oui, signal, et on va la filtrer. On va la filtrer pour seulement afficher lorsque la cellule est pleine, lorsqu'il y a des caractères dans la cellule. Donc, on sélectionne la colonne signal, puis on clique sur Filter. Donc, voilà, Filter, la petite flèche vers le bas qui s'affiche à côté. Vous voyez, donc on clique dessus. Et là, on va cliquer sur Text Filter, Custom Filter. Et là, on sélectionne Is Greater Than 0. Donc tout ce qui est supérieur à 0 va être affiché. Et tout ce qui est en dessous de 0 va être caché. Voilà. Le problème quand on filtre, c'est que notre graphique qui utilise ces données, eh bien, puisqu'il y en a qui sont devenus invisibles, eh bien, vous voyez, le graphique il est totalement déformé. Donc on ne peut pas garder ce tableur filtré si nous souhaitons garder le graphique de base. Il faut tout le temps afficher les données. D'accord ? Donc on va sélectionner ces données, les copier et les coller dans un autre onglet. Voilà. Maintenant, on va pouvoir enlever le filtre. Et vous voyez, on voit les endroits qui ont été sélectionnés. Donc à chaque fois que signal était supérieur à 0, eh bien on a sélectionné les formules et on les a collées dans cet onglet-là. Et si on retourne dans l'onglet où il y a le graphique, avec le graphique, ça y est, il retrouve son apparence normale. Parfait. Maintenant, nous souhaitons faire ce qu'il y a de plus intéressant en termes d'analyse, c'est l'analyse quantitative. Donc là, on va s'intéresser aux chiffres, aux statistiques. Qu'est-ce que nous disent toutes ces performances? Alors, on va calculer le maximum, minimum, la moyenne. On va calculer également la moyenne lorsque la performance elle est positive. Moyenne, perf, positive. La moyenne lorsque la perf est négative. Ensuite, la performance médiane. Et ensuite, le pourcentage du temps que la performance est positive après le signal, bien évidemment. Voilà, donc nous souhaitons calculer tout ça. Alors, soyez attentifs. Le maximum, le minimum, c'est pas très compliqué. Égal max, donc la formule maximum, c'est égal max, que ce soit en français ou en anglais, en votre logiciel. Et là, on va sélectionner les données de cette colonne. Entrée, et voilà, maximum 10%. Maintenant, égal min, pour minimum, minimum moins 10%. Donc la performance maximum dans cette colonne B, enfin dans cette plage de données là, c'était 10% et la performance minimale c'était moins 10%. Maintenant la performance moyenne, la formule, vous la connaissez, c'est celle qu'on a utilisée pour la moyenne mobile, c'est average, égale average. Et on sélectionne la même plage de données et on clique sur entrée. Performance moyenne 1,7%, ce qui est pas mal. Donc 1,7%. Donc une fois qu'on a le croisement, le Nasdaq il est en hausse de 1,7% le mois d'après, en moyenne. Maintenant, quelle est la moyenne lorsque la performance elle est positive? Seulement lorsque la performance est positive. Eh bien, on va utiliser la moyenne average if. C'est moyenne si. Donc là, on va préciser à Excel, il va rechercher dans cette plage de données toutes les fois où la performance est supérieure à 0.
Donc, le critère, faut le mettre entre guillemets. Donc, Excel va chercher dans cette page de données toutes les cellules qui sont supérieures à 0. Et ensuite, il faut lui dire qu'est-ce qu'il calcule. Et bien, il va calculer ces données qui sont supérieures à 0. Voilà, et donc la performance positive, lorsque la performance est positive, elle est en moyenne de 5%. Maintenant, on va faire la même chose lorsque la performance est négative. Average if. Donc, on sélectionne le range, la plage de données. On inscrit notre condition, notre critère, donc inférieur à 0. Et on resélectionne cette plage de données. Donc, quand la performance est négative, le Nasdaq baisse de 4% en moyenne. Maintenant, quelle est la performance médiane? Alors, médiane, c'est simplement égal médiane. Alors, en anglais, c'est médian. En français, ça doit être médiane, il me semble, la formule. Donc, avec un E, il me semble. Donc, égal médiane. Et là, on va sélectionner la plage de données. Cette même plage de données encore. Donc là, performance médiane, 2,3%. Donc, une fois sur deux, le Nasdaq est en hausse de 2,3% après qu'il croise sa moyenne mobile à 12 mois. Donc un mois après qu'il croise à la hausse sa moyenne mobile à 12 mois. Et maintenant, on va calculer le pourcentage du temps que ce signal il est positif. Donc là, on va inscrire deux formules dans une cellule. On va calculer, donc il faut qu'on compte le nombre de fois où la performance est positive, donc count if, compter si, donc le range, page de données, et ensuite le critère positif, donc c'est supérieur à 0. Et ensuite, on va le diviser par le nombre de cellules totales. Ok. Et là, voilà, 63%. Donc 63% du temps, le Nasdaq, il est en hausse. Un mois après ce signal. Donc c'est parfait. Maintenant, on va dupliquer ces formules pour les afficher sur les autres colonnes. Pardon. Donc on sélectionne cette plage de données. On reste appuyé sur le petit carré en bas à droite. On double-clique pas dessus. On reste appuyé et on va translater vers la droite. Voilà. Et là, Excel, vous voyez, à décaler vers la droite toutes ces formules. Donc là, on voit en moyenne la performance. Le Nasdaq il est en hausse de 17,8%, ce qui est une belle performance, hein, même pour le Nasdaq. D'une manière générale, il me semble que le Nasdaq il est en hausse. Sa performance annuelle moyenne, c'est 10 ou 11%, hein, il me semble, par an. Là, 17%, 18% à peu près, c'est un beau signal aussi. Hein. Et en plus, vous voyez que la performance est positive 88% du temps. Donc d'un point de vue de potentiel de gain, le plus souvent le Nasdaq est en hausse. 88% du temps, un an après, et en moyenne de 17,8%. Et si on regarde en médiane c'est encore plus impressionnant, c'est 18,1%. C'est-à-dire que peu importe que la performance soit positive ou négative, en moyenne, le Nasdaq, 50% du temps, le Nasdaq il est en hausse de 88%, de 18%, pardon, un an après, de plus de 18% un an après. Et 50% du temps, il est en hausse de moins de 18% un mois après. Bien écoutez, voilà, c'est tout pour cette analyse, hein, cette étude. C'est tout ce qu'il y a à savoir pour tester des signaux, que ce soit des signaux de trading technique ou des signaux macroéconomiques, hein, parce que vous pouvez très bien appliquer, backtester des signaux depuis d'autres indicateurs, dont économiques. Voilà pour cette première vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Si vous avez des suggestions de vidéos concernant la finance sur Excel, n'hésitez pas à me les demander. Si j'en suis capable, je me ferai un plaisir de les faire. Si vous n'avez pas compris certains processus, n'hésitez pas à me demander en commentaire. Et si vous avez aimé cette vidéo, je vous demanderai de me donner un pouce bleu, cliquez sur le pouce bleu pour me motiver à faire d'autres vidéos. Ça prend un peu de temps à préparer, donc voilà, tout
tout encouragement est bon. Merci pour votre attention, je vous souhaite une excellente aventure sur Excel et la prochaine vidéo sera dédiée au backtesting. D'accord, sujet très intéressant, comment backtester une stratégie sur Excel. Voilà, merci encore et je vous souhaite une bonne aventure sur ce logiciel.